Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec le deuxième jour de la conférence mondiale de l'Internet qui s'est tenue hier jeudi dans la ville chinoise de Wuzhen sous le signe du développement. Des thèmes clés tels que la transmission culturelle en ligne, l'innovation, le développement durable et le numérique en Chine ont été abordés. Une exposition intitulée Lumière de l'Internet a ouvert ses portes au public et aux médias à l'occasion de la conférence. 258 géants technologiques ont présenté leurs dernières innovations liées à l'Internet. L'exposition a fait la part belle aux réussites de la Chine sur les 20 dernières années, notamment en termes de développement de produits et de technologies Internet. Le président chinois Xi Jinping a visité mercredi ce que l'on pourrait qualifier de festin technologique. Il s'est adressé aux entrepreneurs présents afin d'appeler à plus d'innovation. L'exposition comprenait les automobiles sans conducteur de Baidu, la technologie 5G et les dernières avancées de l'imprimerie en 3D. CCTV a pu recueillir les opinions des personnes ayant écouté le discours du président chinois. Voici tout de suite leurs commentaires. Le président a mis en avant 5 propositions spécifiques et mentionné de nombreux sujets largement discutés au sein de la communauté internationale. En termes de gouvernance de l'Internet, l'adhésion de la Chine au principe est reconnue par la communauté internationale. Je pense qu'il souligne 5 choses très importantes sur lesquelles il faut se concentrer. Elles sont toutes très importantes et il faut se concentrer sur chacune d'entre elles. Il a fait un très bon travail pour cela. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il a mentionné l'innovation et la communauté d'avenir commun. L'Internet est quelque chose de quadrillé, comme les rivières propres de Wuzhen. Cela nécessite notre propre gestion. Donc, le président a systématiquement illustré que la gouvernance était une mission pour toute l'humanité pour la première fois dans son discours. Je pense qu'en tant que membre du personnel de l'entreprise, nous devons faire plus attention à l'intégration de l'économie traditionnelle dans l'Internet. Politique à présent, le Premier ministre Li Keqiang a officiellement accueilli hier son homologue russe Dimitri Medvedev. Celui-ci effectue une visite de 4 jours en Chine. Avant son arrivée à Beijing, il était à Zhengzhou pour une réunion de l'Organisation de la coopération de Shanghai et à Wuzhen pour la seconde conférence mondiale de l'Internet. Messieurs Li et Medvedev ont évoqué la coopération politique, économique et sécuritaire. Dimitri Medvedev a déclaré que la Russie et la Chine devaient accroître le commerce bilatéral pour atteindre les 200 milliards de dollars d'ici 2020. Il s'agit en tout de la 20e réunion régulière entre les chefs de gouvernement des deux pays. Le mécanisme a démarré en 1996 pour guider les domaines clés de la coopération. Politique étrangère maintenant. Le département d'État américain a notifié le Congrès d'une vente d'armes à Taïwan d'une valeur de 1,83 milliard de dollars, et ceci malgré la forte opposition de Beijing et l'éventualité que cela ne porte atteinte aux relations sino-américaines. Pour la première fois depuis 4 ans, les États-Unis ont autorisé une vente d'armes à Taïwan, malgré les objections de Beijing. La notification d'aujourd'hui est conforme à la loi sur les relations avec Taïwan et au soutien des États-Unis envers l'aptitude de Taïwan à maintenir des capacités de défense suffisantes. L'accord prévoit l'envoi d'1,830 milliard de dollars de matériel militaire à Taïwan. 2 frégates de la marine américaine équipées de 13 systèmes de défense anti-navires Phalanx, 769 missiles anti-chars TOW, 208 lance-missiles anti-chars Javelin et 250 missiles Stinger, en plus de systèmes de visée électronique, de munitions et d'équipements divers. L'accord n'inclut ni avions de chasse, ni systèmes d'armement plus sophistiqués. Cette vente survient alors que les États-Unis et la Chine connaissent quelques tensions au sujet de la cybersécurité de la mer de Chine méridionale. Beijing a émis une plainte auprès des diplomates américains et va prendre toutes les mesures nécessaires pour bloquer l'accord, ce qui inclut des sanctions contre les sociétés impliquées dans la vente. Nous nous opposons fermement à tous les pays qui vendent à Taïwan des armes, des équipements ou technologies liées, sous quelque forme que ce soit, et quelle qu'en soit l'excuse. Nous espérons également que la partie taïwanaise chérisse le développement pacifique des relations et fasse plus en faveur de l'amélioration et du développement des relations. Les États-Unis disent continuer à adhérer à la politique d'une seule Chine.
Et lors d'un point de presse hier jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, a réitéré les sanctions que la Chine allait prendre contre les entreprises américaines impliquées dans les opérations de vente d'armes à Taïwan. Certaines entreprises américaines ont participé à des opérations de vente d'armes à Taïwan. Leurs actes portent une grave atteinte à la souveraineté et aux intérêts sécuritaires de la Chine. Le gouvernement chinois et les entreprises nationales ne feront plus affaire avec elles. Le gouvernement des États-Unis a notifié le Congrès de la vente d'armes à Taïwan d'un montant de 1,83 milliard de dollars. Cette vente inclut 2 frégates, des missiles anti-chars, des véhicules d'assaut amphibies ainsi que d'autres équipements. Il s'agit de la première grande vente d'armes à Taïwan depuis plus de 4 ans. Le ministère chinois de la Défense a exprimé sa forte opposition à cette vente. Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Yang Hu-jun, a déclaré que Taïwan concernait la souveraineté et l'intégrité territoriale chinoise et que la Chine s'opposait vigoureusement à toute vente d'armes à Taïwan par tout gouvernement étranger. Le porte-parole a ajouté que les États-Unis avaient sérieusement violé les principes des 3 communiqués conjoints sino-américains, interféré dans les affaires intérieures chinoises, endommagé la souveraineté et les intérêts sécuritaires de la Chine et également endommagé les relations et la stabilité transdétroit. Yang Hu-jun a déclaré que la position de l'armée chinoise concernant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale était ferme et claire. La vente d'armes américaines endommagera inévitablement les relations entre les armées chinoises et américaines. Il a exhorté les États-Unis à annuler le projet de vente d'armes et de cesser tout contact militaire avec Taïwan afin d'éviter d'endommager les relations entre les 2 armées et pays. Actualité internationale toujours, c'est sans équivoque que Moscou a clairement fait savoir qu'une rencontre des grandes puissances autour du thème de la Syrie aurait lieu ce vendredi à New York et d'ajouter que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, y participerait. Cette réunion a été décidée dans la foulée de la visite de John Kerry à Moscou mardi. Les opinions des 2 parties semblent se rapprocher sur le thème de la Syrie, cependant des différends subsistent principalement sur l'avenir du président syrien Bachar al-Assad. La Russie travaillera donc avec les autres puissances mondiales dans l'objectif de résoudre la crise en Syrie. Une série de pourparlers internationaux est d'ailleurs prévue dès ce week-end à New York. Jeudi après-midi, Sergei Lavrov décollera pour New York, où il participera à une réunion du groupe international de soutien à la Syrie. Il prendra également part à d'autres événements aux Nations Unies sur le thème de la Syrie. Jusqu'à maintenant, aucun élément ne laissait à penser que la rencontre aurait bien lieu après la position russe selon laquelle certaines conditions devaient être remplies. Ces dernières concernent les opinions divergentes de Moscou et Washington sur le rôle du président syrien Bachar el-Assad au sein d'une transition politique, mais aussi sur la participation des rebelles aux pourparlers. La décision de Sergei Lavrov de se rendre à New York a été prise plusieurs heures après le rendez-vous de mardi entre Vladimir Poutine et le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry. Des échanges que la diplomatie russe a qualifiés de positifs, tout en ajoutant que les 2 pays se dirigeaient vers une position commune sur la Syrie. Nous avons pris la décision de poursuivre le travail, un travail qui est déjà arrivé à un niveau avancé. La tâche est de créer une liste d'organisations terroristes et d'assister les Nations Unies dans la formation d'une délégation représentant l'opposition qui serait prête à un dialogue constructif avec les envoyés du gouvernement syrien. Un dialogue possible dans le cadre des principes validés par les membres du groupe international de soutien à la Syrie. D'ailleurs, ce sont les frappes aériennes russes ainsi que les moyens permettant de mettre un terme au conflit syrien qui ont été les principaux sujets des discussions. Nous avons évoqué les secteurs de nos opérations ainsi que les leurs. Il a été très accommodant sur le fait que nous devons nous assurer que nos militaires doivent s'exprimer pour garantir l'arrêt du conflit. Depuis septembre, la Russie s'est engagée dans une série de bombardements aériens qui, selon le Kremlin, visent les militants du groupe État islamique tout en soutenant les forces du président syrien Bachar el-Assad. Depuis longtemps, Moscou a exprimé son désaccord avec Washington sur l'avenir du président Assad, insistant sur le fait que seul le peuple syrien et non les puissances étrangères doit décider de son destin. C'est la raison pour laquelle les États-Unis estiment que Bachar el-Assad doit se retirer en cas de transition. Alors que des différends existent toujours entre Moscou et Washington, davantage de pourparlers seront nécessaires avant d'espérer la signature d'un accord lors de la rencontre de ce vendredi.
Diplomatie toujours, c'est à Bruxelles, en Belgique, que plusieurs dirigeants européens se sont entretenus jeudi avec le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu. Lors de cette rencontre, ils ont évoqué la prise en charge des réfugiés syriens directement depuis la Turquie. La chancelière allemande Angela Merkel, le chancelier autrichien Werner Faymann ainsi que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, étaient parmi ceux qui ont rencontré le chef du gouvernement turc. L'Allemagne est d'ailleurs la première destination européenne des demandeurs d'asile. Berlin a fait savoir qu'elle aiderait Ankara et les autres nations européennes à contrôler davantage les flux migratoires en Europe. Jean-Claude Juncker a quant à lui appelé le Parlement européen à soutenir son projet de création d'un corps de garde-frontières européen permettant de gérer la crise des réfugiés. Vous savez que la Commission européenne a formulé des propositions pour une protection commune de nos frontières. Je pense que le président du Parlement européen estime qu'elles obtiendront l'aval du Conseil, tout du moins en principe, étant donné la direction que nous avons prise. Nous avons vu, je le crois, que le fait de protéger nos frontières extérieures des activités criminelles est une étape importante et j'estime qu'il y aura un accord de principe. En Afrique, les partis rivaux libyens se sont mis d'accord pour signer un accord soutenu par l'ONU pour mettre en place un gouvernement d'unité nationale. Cet accord a pour but de sauver le pays du chaos et empêcher les extrémistes du groupe État islamique de gagner davantage de terrain. Aujourd'hui est un jour historique pour la Libye. Il y a 5 mois, le 11 juillet 2015, la signature d'un accord politique en Libye a montré un large consensus en vue de la mise en place d'un cadre pour mettre fin à plusieurs mois de violence et de division politique. Aujourd'hui, en signant cet accord politique complet, vous finalisez ce processus, vous tournez une page de l'histoire de la Libye. L'accord a été signé par des députés des 2 parlements rivaux du pays, ainsi que par d'autres personnalités politiques, dans la station balnéaire marocaine de Chirat. Mais cet accord doit faire face à la résistance des partisans de la ligne dure dans chaque camp. Certains affirment que l'accord a été imposé par des étrangers et souhaitent une initiative libyenne. D'autres rejettent les noms proposés pour le Conseil présidentiel qui sera chargé de former un nouveau gouvernement. Des critiques s'interrogent également sur la manière dont les factions armées sur le terrain vont réagir et comment le nouveau gouvernement sera installé et sécurisé à Tripoli. En Corée du Sud, une cour de justice vient d'acquitter le journaliste japonais accusé d'avoir diffamé la présidente Park Geun-hye. Tatsuya Kato est l'ancien chef du bureau de Séoul du journal conservateur japonais Sankei Shimbun. Il a signé un article l'année dernière déclarant que la présidente sud-coréenne Park Geun-hye rencontrait en secret son assistant le jour de la tragédie du ferry Sewol, qui reste la catastrophe maritime la plus grave du pays. Les procureurs ont avancé que cette déclaration était fondée sur de fausses informations et avait pour intention de nuire à la réputation de la présidente. Ils ont donc demandé une peine de 18 mois d'emprisonnement. Mais la Cour a estimé que l'article, bien qu'inapproprié, avait tenté d'informer le public. Elle a rappelé que la liberté de la presse doit être protégée. Kato a déclaré que les procureurs devaient accepter le verdict et ne pas en faire appel. Je pense que le verdict de ce procès était évident et je ne ressens rien de particulier à cet égard. Les procureurs doivent accepter cette décision et ne pas intenter de procès en appel. Qu'une présidente, une figure publique puisse inculper un reporter parce qu'elle n'apprécie pas un article qu'il a écrit à son sujet questionne les valeurs de cette société démocratique moderne. Économie pour finir, la Fed, ou Banque centrale des États-Unis, décidait d'augmenter mercredi son taux d'intérêt de référence de 25 points de base. Avec la forte amélioration de la situation du marché de l'emploi cette année, on peut raisonnablement anticiper une inflation plus élevée. La Fed a donc pris la décision d'augmenter la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, la faisant passer d'un quart de point à un demi-point. La Banque centrale a annoncé mercredi cette mesure après 2 jours de réunion. Le même jour et à la suite de ce communiqué, le dollar chutait face aux principales devises étrangères. Toujours mercredi, les contrats à terme sur l'or de la division du COMEX de la bourse du New York Mercantile Exchange ont connu une progression alors que les cours des actions américaines remontaient pour la 3e journée consécutive. Cette première hausse du taux d'intérêt de référence depuis 2006 marque la fin d'une période de vaste assouplissement monétaire. Découvrons quelles seront les conséquences pour le renminbi et les flux de capitaux vers les marchés émergents.
Je pense que la Chine va ressentir les effets de la hausse du dollar. Étant donné la forte indexation au dollar, l'appréciation du dollar va faire monter le renminbi en conséquence. Cela va accentuer la pression sur les exportations qui sont déjà lentes comparées aux années précédentes. Tout le monde n'est pas de cet avis. Nous allons avoir une certaine volatilité, en particulier sur le marché offshore, mais une dévaluation drastique n'est pas de mise. Bien sûr, le taux de change est sur une pente descendante. La devise se déprécie depuis août. Les effets de la hausse des taux de la Fed ont déjà été partiellement répercutés ces derniers mois. Bien sûr, nous prévoyons que le taux de change du renminbi ira vers l'équilibre. La Banque centrale chinoise a publié vendredi son indice du yuan qui valorise la devise contre un panier de 13 autres devises selon le poids des transactions en volume. L'indice vise à réduire les répercussions des fluctuations du dollar sur le yuan. Le renminbi reste relativement stable par rapport aux autres devises. Une seule hausse de la Fed n'aura pas de répercussions importantes sur le commerce extérieur chinois et les flux de capitaux. Quand la Fed augmente ses taux d'intérêt, en théorie, le dollar monte, car les investisseurs recherchent le meilleur retour sur investissement ou un refuge dans le dollar ou les bons du Trésor américain. Les capitaux vont quitter les marchés émergents pour aller aux États-Unis. Une grande quantité de bénéfices réalisés auparavant dans les économies émergentes est due à la libération des capitaux par l'assouplissement quantitatif américain en cours depuis 2009. Aujourd'hui, la Fed fait marche arrière. Toutes ces stratégies de transaction de produits et matières premières qui ont bénéficié de l'assouplissement quantitatif payent leurs dettes. Le temps est maintenant venu pour ces gros gains de s'inverser. Je pense que ce n'est rien de plus qu'une inversion naturelle de la tendance du marché. Si les taux augmentent, emprunter aux États-Unis va revenir plus cher. Cela pourrait-il être une opportunité pour la Chine? Pour les émetteurs chinois d'obligations aux États-Unis, cela signifie un coût plus élevé. Le secteur des entreprises va revenir sur le marché chinois pour émettre de la dette. Cela va tirer le marché intérieur chinois. La Chine a élargi son marché obligataire interbancaire aux investisseurs souverains et institutionnels étrangers, qui pèsent 600 milliards de yuan et dont le poids augmente rapidement. En raison du processus d'internationalisation rapide du yuan, la devise chinoise va être plus solide et plus résistante aux turbulences du marché d'échange. Ce journal est terminé, merci de votre attention. J'ai le plaisir de vous retrouver dans une poignée de minutes pour Afrique Info. A tout de suite sur CCTV Français.